Le CDF 10.4 présente les différents aspects de l'évolution d'un paquet d'ondes gaussien dans un potentiel harmonique. Le potentiel harmonique est ici la courbe en noir d'équation Vx égale à k x2 sur 2, où ici nous prenons k est égal à 1. Ce potentiel impose des fonctions propres, notées phi n, dont on peut faire varier la valeur de n ici. On représente en bleu le modulo au carré de ces fonctions propres. Le paramètre alpha influe également sur la forme de notre paquet d'ondes, notamment sur sa monodispersité, et son équation est donnée ici. Enfin, le paramètre x0 permet de décentrer notre paquet d'ondes vers la droite ou vers la gauche. Puis, notre paramètre dt permettra principalement de voir la vitesse augmenter ou diminuer en fonction de la valeur de dt utilisée. Nous verrons dans un premier temps l'évolution d'un paquet d'ondes décentré de la valeur x0 en fonction du temps. Enfin, nous verrons l'évolution de l'écart quadratique selon n, puis l'évolution de l'écart quadratique selon t. Et en dernier, nous superposerons ces phénomènes pour voir qu'ils sont compatibles tous ensemble. Dans une première partie, nous étudions l'évolution en fonction du temps d'un paquet d'ondes décentré. J'ai donc ici décentré le paquet d'ondes d'une valeur x0. On constate assez rapidement que c'est un phénomène qui est périodique, puisque le paquet d'ondes initial en pointillé et le paquet d'ondes en bleu se superposent fréquemment. On peut essayer de déterminer la période de ce phénomène. On peut par exemple utiliser la relation d'Ehrenfest et les propriétés des commutateurs pour retrouver l'équation de l'oscillateur harmonique et donc une fonction de x en sinus oméga t, ce qui laisse supposer une période de 2π sur oméga. Or, ici oméga est égal à 1, ce qui nous simplifie la tâche, puisqu'on doit simplement retrouver une période équivalente à 2π. C'est ce qu'on va essayer de faire en diminuant dt en intervalle pour être plus précis sur les valeurs de t qu'on trouvera ici. Et simplement lancer le CDF et l'arrêter au moment où les deux pics viendront de nouveau se superposer. À peu près ici. On tombe sur 6,20 secondes, ce qui est assez proche de la valeur de 2π. En répétant cette opération avec dt plus petit ou alors en prenant un plus grand nombre de périodes, on arrivera à être plus précis sur la valeur de 2π de la période qu'on doit retrouver. Ensuite, on peut simplement vérifier que tout cela marche avec plusieurs valeurs de n. Donc, par exemple, on peut prendre n égale 2 et approximer la périodicité comme on vient de le faire avec n égale 0, lorsque les deux pics, les deux ondes se superposent. Donc, par exemple, ici, on trouve 6,40 secondes, ce qui correspond approximativement, encore une fois, à la valeur de 2π. Dans cette deuxième partie, nous étudions pour t égale 0 le temps initial, la variation de l'écart quadratique en fonction de n. L'écart quadratique est une manifestation de l'écart à la moyenne, et dans le cas particulier des fonctions propres de l'oscillateur harmonique, on obtient cette formule avec la condition x0 égale 0 et alpha est égal à 1. On va s'efforcer de vérifier cette relation pour différentes valeurs de n. On peut par exemple commencer pour n égale 0 à vérifier que la valeur qui est annoncée de l'écart quadratique ici correspond bien à la racine de 1/2. Et en effet, c'est bien la valeur qui correspond à racine de 1/2. On peut procéder de même pour n est égal à 1, où on trouve la valeur de racine de 3/2. Pour n égale 2, la valeur de racine de 5/2. Et enfin pour n égale 3, racine de 7/2. Ensuite, on peut étudier la variation de alpha. On constate que si on augmente alpha, le pic est plus monodisperse. On a donc un écart à la moyenne plus petit. Les valeurs sont en général plus proches de la moyenne et donc l'écart quadratique diminue. Devrait diminuer en tout cas, et c'est bien ce qu'on constate lorsqu'on passe de 1 à 1,25
pour les valeurs de alpha, où la valeur de l'écart quadratique ici diminue. Ensuite, lorsqu'on passe de 1 à 0,75, on constate que l'écart quadratique, cette fois, augmente. En effet, pour alpha égale 0,75, le pic est beaucoup plus large et beaucoup moins haut. L'écart à la moyenne est donc en général plus grand, et donc l'écart quadratique augmente bien, ce qui est cohérent avec les valeurs que l'on retrouve. En troisième, nous allons suivre l'évolution de l'écart quadratique en fonction de t. L'écart quadratique est régi par une fonction écrite ici, qui dépend notamment de alpha et de t, évidemment. La valeur de l'écart quadratique dépendant de alpha est simplement lue sur le CDF en sélectionnant la valeur de alpha souhaitée, la ligne ici, à l'instant initial. La valeur du numérateur delta xn est donnée par cette formule, qui correspond à la valeur pour alpha est égal à 1. On constate donc rapidement que si alpha est égal à 1, ce quotient sera égal à 1. La somme du cosinus et sinus carré sera également égale à 1. Et donc, la variation de l'écart quadratique sera constante et égale à celle à l'instant initial. C'est bien ce qu'on constate, puisque lorsqu'on lance le CDF, il n'y a aucune variation. Ensuite, lorsqu'on augmente alpha, par exemple, l'écart quadratique à l'instant initial diminue, ce quotient-là devient supérieur à 1, et donc les valeurs seront supérieures à celles de l'instant initial. Et en effet, on commence à 0,56, et si on lance le CDF, les valeurs sont supérieures, puisqu'on arrive à 0,86. A l'inverse, si alpha est plus petit que 1, le quotient ici sera inférieur à 1, et donc on ne dépassera pas, on restera uniquement en dessous de la valeur initiale. Et on constate également ce phénomène, puisque on commence à 0,94, on ne fait que diminuer jusqu'à des valeurs autour de 0,53. On peut vérifier la cohérence entre le CDF et la formule qui est donnée, en se plaçant par exemple à des intervalles de temps précis, comme par exemple pi sur 2, où le cosinus sera nul et le sinus vaudra 1. On ne retrouvera simplement que le quotient qui sera simplement au carré, puisqu'il sera passé par la racine, multiplié par la valeur à l'instant initial. Donc, en prenant la valeur alpha est égal à 1,25, on a la valeur de l'écart quadratique qui nous est donnée ici. Donc l'écart quadratique sera utilisé à la fois pour t égale 0, mais également pour delta xn alpha. Donc ces deux valeurs sont données par l'écart quadratique qui est ici, alors que celui du numérateur, pour alpha est égal à 1, est donné simplement en revenant pour alpha est égal à 1 et en lisant la valeur qui est donnée ici, ou alors on trouve la même chose en utilisant la formule qu'on avait donnée précédemment. En réalisant le calcul rapide, on trouve que pour le temps pi sur 2, on devrait trouver 0,88. C'est donc ce qu'on va essayer de retrouver avec le CDF. Donc le temps pi sur 2, c'est à peu près 1,6, donc là, c'est pas mal. Ensuite, on trouve delta xt est égal à 0,88, ce qui est cohérent avec le calcul qu'on peut mener avec les données recueillies précédemment. Donc on trouve que le CDF est très cohérent avec la forme. Enfin, on peut déterminer la période de respiration du pic pour des valeurs de alpha différentes de 1. On constate bien que ce phénomène est périodique. Et si on utilise la formule qui comprend des cosinus et des sinus carrés que l'on peut linéariser, on trouve, puisque oméga est égal à 1, des cosinus de t. Ce qui nous donne en fait une période égale à pi. C'est ce qu'on va s'efforcer de vérifier
En partant de t égale 0, mettons pour la valeur alpha est égale 1,25. On attend donc que les pics se superposent de nouveau. On tombe ici sur des pics assez bien superposés, on ne voit quasiment pas les pointillés, pour une valeur de 3,20 secondes, ce qui correspond bien à la valeur de pi attendue. Comme précédemment, on peut, si on veut, déterminer de manière plus précise la valeur de la période en prenant par exemple une dizaine de périodes ou en diminuant la valeur de dt. Pour conclure, on constate que les deux phénomènes dépendants du temps peuvent s'accumuler, à la fois l'oscillation entre x0 et moins x0 avec une période de pi, et la respiration du pic avec une période pi. On constate également que ces phénomènes se superposent quelle que soit la valeur de n. On a à la fois la respiration et l'oscillation.